Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler rapidement de DxO Photolab 2 et surtout en fait Nik Collection qui a été mise à jour dans une version 2. Donc en fait Nik Collection c'est une histoire assez compliquée, donc c'est une série de plugins qui était édité avant, alors je crois que l'éditeur en fait tout simplement c'est Nik, qui a ensuite été racheté par Google. Google a rendu cette série de plugins gratuite avant finalement d'être abandonné pour être racheté par DxO, qui l'a rendu payant. Donc c'est assez rocambolesque, mais la version 2 vient d'arriver. La nouveauté de cette version 2, c'est surtout qu'elle est livrée avec DxO Photolab. Alors dans sa version standard, pas dans la version Elite. J'ai déjà parlé de DxO Photolab. J'ai fait une vidéo découverte sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi publié des formations sur tuto.com, notamment cette formation pour le portrait, dont j'utilise un fichier source ici. Et d'ailleurs, le résultat que l'on a là à l'écran, c'est le résultat d'un des ateliers de la formation. Et donc en fait, il y a quelques petites nouveautés aussi d'ailleurs dans DxO Photolab 2.3. Il y a quelques outils en plus quand on passe en personnalisé, notamment là-haut, on le voit ici au niveau du redressement. Et quelques petits trucs à droite à gauche, mais là n'est pas le sujet. Le truc c'est que évidemment maintenant on peut passer directement dans DxO, donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut, vous le voyez ici sur une image, cliquer sur le bouton Nik Collection, on peut aussi cliquer fichier, exporter vers Nik Collection. Et donc ce que ça fait, ça permet en fait tout simplement de ne jamais quitter l'environnement DxO. Ce qui va se passer par exemple ici, c'est on va prendre cette image donc et on va dire fichier exporter vers Nik Collection et on voit la série de plugins ici qui est présente. On va aller chercher ColorFX Pro 4 par exemple. Vous voyez qu'il y a un module d'export qui est parti. Donc en gros cette image va être exportée en TIFF. Ça fait partie des préférences d'ailleurs. Donc évidemment essayez d'exporter dans un format non destructif. Donc ici j'exporte en TIFF 16 bits et avec un profil Adobe RVB. Donc en fait, alors pour régler ça, on peut aller dans les préférences, mais d'abord juste voyons voir l'interface de ColorFX Pro 4 qui vient de se charger. Donc il y a aussi parmi les nouveautés toute une série de nouveaux paramètres prédéfinis qui s'appellent en vogue. Donc en fait quand on va cliquer sur un paramètre prédéfini, par exemple Lavender, il va nous demander si on veut remplacer tous les filtres, c'est-à-dire les modules que l'on aurait rajoutés sur la droite. On va dire oui, et ça va remplacer par ceux qui sont dans le paramètre prédéfini. D'ailleurs ça donne un résultat assez sympa sur ce portrait. Il y a peut-être un peu trop de grains, donc je vais aller ici dans le film FX nostalgique où l'intensité du film est quand même assez violente. Donc on va mettre par exemple autour de 37%, mais j'aime bien l'étalo qui a été fait. Donc on va cliquer sur enregistrer, on voit qu'il y a un underscore Nik underscore 1.tif qui a été fait, on va enregistrer l'image. Vous remarquez que, ou pas d'ailleurs, mais je vous le dis, l'interface a été rendue compatible avec les écrans High DPI, haute densité en français, ou plus vulgairement on dit Retina, parce que c'est le terme marketing d'Apple, mais Retina ça veut rien dire. Ça veut dire en gros ici j'enregistre sur un écran Ultra HD. Là aussi vulgairement on dit 4K, mais c'est pas exactement de la 4K, c'est de l'Ultra HD. Donc c'est-à-dire 2 fois la largeur et 2 fois la hauteur de la HD. Donc ça fait 3840 par 2160. On appelle ça aussi 2160p. Bref, en gros écran haute densité. L'interface n'est plus comme dans la version 1.2, la version précédente qui date de 2018. Elle est plus toute pixelisée, elle est rendue, et surtout elle est plus toute petite. Elle est correctement mise à l'échelle, que ce soit sur Windows ou que ce soit sur Mac. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc en gros le fichier qui a été exporté au même endroit que le fichier d'origine. Donc par exemple ici, si je fais un clic droit, je peux aller charger le dossier de l'image originale et on va voir donc un fichier TIFF qui apparaît ici et qui est le résultat de notre exportation. Donc quand on va dans fichier et qu'on met exporter vers Nik Collection, on va retrouver paramètres d'export et c'est là que vous voyez on peut dire traiter en TIFF et exporter en mes 16 bits et moi j'ai mis Adobe RVB pour avoir un profil de couleur qui soit adapté à la retouche évidemment en 16 bits. Donc tous ces détails j'en parle dans ma formation par exemple sur la retouche de portrait, puisque c'est vraiment en gros la suite logique. Au moment où j'ai enregistré la formation, Nik Collection n'était pas encore sorti en version 2 et puis c'est
d'un tout autre sujet. Mais voilà, cette petite vidéo fait une bonne petite suite justement à cette formation que j'ai publiée sur tuto.com. J'ai publié aussi 2 autres formations sur tuto.com, une pour bien débuter et une dédiée aux retouches locales. Donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés en tant que telles. Évidemment, c'est toujours compatible avec Photoshop. C'est compatible indirectement avec Affinity, c'est-à-dire que c'est pas officiellement annoncé, mais Affinity est tout à fait capable de piloter les plugins Nik Collection. Et aussi, ces outils sont disponibles en version en exécutable indépendant. Donc vous pouvez aller les chercher dans le menu démarrer et aller charger une image pour pouvoir les travailler. Vous pouvez donc du coup, puisque c'est interfacé avec DxO Photolab, vous pouvez évidemment utiliser des fichiers bruts. Donc moi j'avais déjà DxO Photolab installé, vous n'êtes pas obligé de le réinstaller. Donc quand vous lancez l'installeur de Nik Collection, ce que vous pouvez faire au moment où il vous dit je vais installer Nik Photolab, vous pouvez dire annuler et la Nik Collection se sera installée correctement, mais vous n'allez pas réinstaller et écraser votre version de Photolab si vous en avez déjà une. Du coup, niveau parlons sous, niveau argent, c'est pas mal parce que du coup vous allez économiser un peu de sous, puisque pour le prix en gros de la suite de plugins qui était là avant, pour le même prix, vous avez maintenant Photolab qui est inclus. La version standard certes, mais on peut faire vraiment plein de trucs avec Photolab. Donc si vous n'avez pas déjà regardé ma vidéo, si vous ne connaissez pas Photolab, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est quand même un très bon logiciel en alternative en Lightroom pour le développement, parce qu'en matière de tri et de catalogage, c'est quand même assez limité. Mais bon, allez voir la vidéo, je la mettrai en lien dans ma description sur YouTube. Dites-moi si ça vous intéresse, je vais peut-être prévoir une petite formation relativement complète sur tuto.com là-dessus. Dites-moi si c'est quelque chose qui fait partie de vos intérêts, de savoir maîtriser Nik Collection et l'ensemble des plugins de la suite. Je voulais juste faire une petite vidéo voilà, pour vous présenter, ça vient de sortir, c'est de mars 2019. C'est quand même assez récent, j'enregistre cette vidéo fin juin, donc j'ai attendu un petit moment pour pouvoir la sortir, attendre un peu de faire mes premiers tests. Et je voulais évidemment vous montrer le pont entre DxO Photolab et Nik Collection qui est maintenant très bien optimisé, très fluide. Et je trouve ça assez intéressant de la part de DxO d'avoir acheté cet ensemble de plugins. Ça leur correspond bien, eux qui sont très branchés sur l'émulation de l'analogique avec DxO Filmpack, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci, bye bye.